Emmanuel Puissant, économiste, qui va faire une articulation entre l'économie et les conflits. Bonjour, ça marche? Bonjour à toutes et tous, donc je suis ravie d'être, c'est bon comme ça, d'être ici. Effectivement, je suis économiste, donc je suis enseignante-chercheuse à la faculté d'économie de Grenoble, et donc je travaille sur les questions du travail. Alors, je précise tout de suite, je serai amenée à le faire de nouveau. Moi, je ne travaille pas sur l'hôpital, je travaille sur les activités sociales et médico-sociales, donc tous les métiers autour des métiers du grand âge, comme on dit, du handicap, et un petit peu moins de la protection de l'enfance. C'est principalement autour des personnes âgées à domicile EHPAD et handicap que je travaille, et donc sur les questions de management. Et en fait, ce qui m'intéresse depuis de nombreuses années maintenant, c'est les questions de conditions de travail et de sens du travail, et finalement pourquoi aujourd'hui les sociologues, les économistes du travail s'accordent pour identifier une tendance de fond à la perte de sens au travail, et d'où ça vient et dans quelle mesure ça génère des tensions dans le monde du travail. Voilà. Alors d'abord, d'où je parle. Donc je suis en économie, mais une manière de faire de l'économie particulière, qui est l'économie politique, donc très proche de la sociologie. Et simplement important de préciser, j'essaye de le dire à chaque début d'intervention, c'est une économie qui est minoritaire aujourd'hui en France, c'est-à-dire l'idée de partir du principe que l'économie n'est pas une science exacte, mais une science sociale parmi d'autres, que l'économie est bien au cœur de la société en lien avec la sociologie. C'est pour ça que vous verrez dans ma manière de faire de la recherche, je fais beaucoup de terrain et d'entretien et d'immersion et d'observation. Et aujourd'hui, cette économie politique est très menacée dans les universités, il y en a de moins en moins. Et donc l'idée, c'est que dans cette manière de faire de l'économie, comme en sociologie et dans les autres sciences sociales, l'idée, c'est que les sciences sociales s'articulent autour de controverses, et qu'en fait, les économistes ne sont pas d'accord entre eux, les sociologues ne sont pas d'accord entre eux, et c'est comme ça qu'on peut nourrir le débat dans la société, qu'on peut éclairer les choix de société qui peuvent être très différents, et qu'il n'y a pas une seule manière de penser les systèmes, le travail, etc. Il y en a plusieurs, et que le rôle des chercheurs et des chercheuses, c'est justement d'éclairer ces choix-là. Alors rapidement, si ces questions-là vous intéressent, je le dis, parce que les économistes politiques passent rarement dans les médias. Donc si on n'a pas des interventions ponctuelles de temps en temps, on ne sait pas bien qui ils sont. Donc si jamais ces questions-là vous intéressent, il y a 2 sites sur lesquels il y a beaucoup d'analyses en économie politique. C'est le site de l'AFEP, l'Association française d'économie politique, et le site des économistes atterrés, qui sont un petit peu plus médiatisés. Peut-être que ça vous parle un peu plus. Voilà. Donc maintenant, plus dans le cœur du sujet de mes recherches. Donc moi, c'est ce que je disais en introduction, je travaille sur les activités sociales et médico-sociales. Excusez-moi, j'ai du mal avec ce micro, je sais. Voilà. Des activités sociales et médico-sociales, donc sous l'angle du travail et des conditions de travail. Alors vous le verrez souvent dans mes interventions, je dis « nous », c'est pas parce que j'ai la grosse tête, c'est parce que je travaille jamais toute seule, on travaille en collectif, donc avec principalement des économistes, un petit peu de sociologues et un petit peu de politistes. Voilà, donc effectivement, moi, mes champs de connaissances, en très très forte majorité, c'est l'aide à domicile, puisque j'ai la chance de travailler sur ce secteur-là depuis maintenant 20 ans. Et plus récemment, j'ai élargi mes recherches sur les EHPAD, le handicap, et plus modestement sur la protection de l'enfance. Donc, au niveau des méthodes, les recherches que je mène, elles sont très socio-historiques. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai une analyse vraiment en termes d'évolution. C'est-à-dire d'où viennent ces activités, pourquoi elles ont été créées, dans quel type d'organisation du travail elles se sont développées, quel type de reconnaissance des qualifications, on y reviendra aussi,
pour mieux en comprendre les évolutions, et puis des études bien sûr théoriques, mais j'en parlerai peu ici, je pense que c'est pas ce qui vous intéresse le plus, et surtout des analyses législatives, c'est-à-dire qu'une grosse partie des recherches qu'on peut mener avec les collègues, c'est d'essayer de comprendre les évolutions législatives de ces activités-là. Donc les méthodes, elles sont aussi bien quantitatives, c'est-à-dire du traitement statistique, que qualitatives, avec donc des entretiens et des immersions, donc principalement dans l'aide à domicile et les EHPAD, où on a eu la chance de pouvoir suivre des salariés sur leur lieu de travail, en plus d'entretiens, donc on est à peu près à 150 entretiens sur ces champs-là. Et parmi les recherches qu'on peut mener, on mène des recherches-actions, c'est-à-dire que ce soit avec des organisations syndicales de salariés ou des fédérations associatives d'employeurs aussi, c'est-à-dire l'idée étant de vraiment penser la recherche au service de l'action, de l'activité et des transformations concrètes pour essayer d'en identifier des leviers d'action et comment est-ce qu'on peut soit améliorer les conditions de travail, soit au moins enrayer un certain processus d'intensification et de dégradation des conditions de travail. Voilà, et donc si je suis là aujourd'hui, c'est parce que régulièrement, je suis invitée à faire des interventions dans des secteurs autres que les secteurs dans lesquels je travaille précisément. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des convergences très fortes. J'espère que vous verrez ça aussi, vous, à l'issue de l'intervention. Il y a des convergences très fortes et notamment, j'interviens régulièrement dans des secteurs comme celui de l'éducation, notamment l'éducation nationale, et la santé. Alors, donc, l'idée de cette intervention aujourd'hui, c'est de comprendre et partager avec vous aujourd'hui les ressorts des transformations des conditions de travail et d'emploi dans les activités médico-sociales. Et l'idée, c'est toujours, c'est comme ça que moi je conçois mon travail de recherche, l'idée c'est toujours de rendre à la société, de rendre tout le travail de recherche pour qu'il puisse être l'occasion d'une réappropriation collective des enjeux, des mécanismes qui expliquent toutes ces évolutions et nourrir des envies d'action collective pour articuler, et c'est à la fois, vous voyez, l'objectif de l'intervention, et on y reviendra en conclusion, puisque c'est quelque chose à laquelle on croit beaucoup avec les collègues avec lesquels on travaille, pour essayer d'articuler les questions de qualité du travail et qualité du service. Voilà, au service de la réponse aux besoins des personnes. On y reviendra. Alors, pourquoi on a été amené à travailler sur ces questions-là? On est parti des termes qui sont sans cesse utilisés auprès des salariés, auprès des membres de la direction aussi qu'on peut interroger. Sur les risques psychosociaux, la perte de sens, la souffrance, l'épuisement professionnel. Et on se rend compte qu'au niveau de la recherche en sociologie, en psychologie sociale et au niveau des discours, on a des analyses qui sont très souvent individuelles. C'est-à-dire l'idée que la souffrance au travail serait quelque chose d'individuel et dénoterait même des formes de fragilité des personnes. Et l'idée, effectivement, c'est on a étudié de manière complètement anonyme les comptes rendus, notamment de commissions ou de groupes de travail. Ça ne s'appelle pas de la même manière selon les endroits, sur les risques psychosociaux. Et très souvent, les conclusions ou les préconisations, c'était en termes de déficit d'organisation, de motivation, de fragilité, de problèmes personnels. Et donc l'idée, effectivement, que on part effectivement des manifestations individuelles qui sont aussi individuelles et qui peuvent mener à des situations personnelles très compliquées. Mais nous, notre approche, elle est avant tout politique, institutionnelle et organisationnelle, c'est-à-dire que ce qu'on essaye de comprendre, c'est dans l'organisation collective, que ce soit au niveau des politiques publiques, au niveau des organisations, qu'est-ce qui explique ces transformations? Qu'est-ce qui peut expliquer ce sentiment qui est extrêmement développé, et même médiatiquement, depuis le Covid, on en entend parler quasiment tous les jours dans la presse autour de ces questions-là. Qu'est-ce qui peut expliquer autant d'accélération de ce phénomène de perte de sens, d'épuisement, d'impression de ne pas réussir à faire son travail, etc. Alors,
Effectivement, donc l'objectif, c'est vraiment de donner à voir les ressorts et les processus politiques, institutionnels et organisationnels dans lesquels, et je le précise bien, s'inscrivent les souffrances vécues de manière individuelle, parfois même de manière intime, je l'ai dit, avec des conséquences personnelles qui peuvent être fortes. L'idée, c'est pas de nier le côté individuel, personnel et même intime des souffrances, puisqu'on connaît les répercussions, notamment sur la santé des personnes, d'accord? Mais l'idée, c'est de prendre l'angle d'attaque plus organisationnel et collectif, dans lesquels, selon nous, s'inscrivent ces difficultés qui sont vécues avant tout de manière individuelle. Et donc c'est pour ça qu'on est sans cesse, avec les collègues avec lesquels on travaille, sur des approches qu'on appelle multiniveaux, donc l'analyse des lois jusqu'aux entretiens, jusqu'aux immersions, et on est sans cesse à essayer d'articuler, je ne l'ai pas dit aussi, mais on a fait un énorme travail d'évolution des grilles tarifaires dans les tarifications sociales et médico-sociales pour essayer de comprendre la cohérence de tous ces ressorts-là. Donc, une intervention en 3 temps qui ne seront pas du tout égaux. Voilà, je le dis tout de suite. On demande aux étudiants et étudiantes de ne surtout pas faire ça et de faire des plans très équilibrés, ce que je ne vais pas faire aujourd'hui. Donc d'abord, première partie et premier temps un peu de l'intervention, essayer d'expliquer ce qu'on appelle, aujourd'hui ça fait l'objet d'un relatif consensus au niveau de la recherche, en sciences politiques, en sociologie et en économie, le pilotage politique et managérial par les indicateurs. Ça fait un petit peu jargonneux, mais j'essaierai d'être très claire, et si ce n'est pas le cas, vous n'hésiterez pas à m'interrompre. C'est-à-dire essayer de comprendre ce que c'est, ce que ça veut dire, puisque voilà, tout le monde s'accorde à peu près pour identifier cela. Et donc partir de ce que veut dire effectivement un pilotage de nos organisations par les indicateurs, pour essayer, ce sera vraiment là le cœur de mon intervention et ce sera ce qui nous occupera le plus longtemps, essayer de donner à voir finalement la redéfinition, selon nous, selon nos travaux et nos recherches, donc selon les matériaux sur lesquels on a pu travailler, donner à voir la redéfinition du travail et du service qui est intégrée sans qu'elle ne soit explicitée, qui est intégrée dans ces transformations tarifaires, politiques, organisationnelles. Voilà, l'idée c'est un petit peu, et vous le verrez, de montrer un petit peu ce qu'on a pu identifier comme relevant de la définition du travail selon les salariés qu'on a pu avoir en entretien. Et de l'autre côté, en prenant en compte les évolutions législatives, réglementaires, tarifaires, et on a aussi étudié dans le champ du handicap notamment, les outils numériques de suivi de l'activité, et on a essayé d'en identifier ce qui caractérise le travail selon cette logique-là. Et en fait, nous, les tensions et les conflits sur le travail, on propose de les analyser à la lumière de cette double grille, c'est-à-dire finalement à la lumière d'une tension ou de conflit entre 2 conceptions du travail et du service, qui sont rarement explicitées dans un côté comme de l'autre, mais qui nous semblent être fondamentales pour comprendre les situations de tension. Et enfin, l'idée est non pas du tout de trouver des solutions, puisque si elles existaient, ça se saurait, mais de donner à voir en 3e partie, qui sera ma variable d'ajustement en fonction du temps, ce que les salariés en entretien nous ont dit de elles, ce qu'elles mettent en œuvre au quotidien pour conserver des marges de manœuvre, pour continuer de réaliser leur travail de qualité, un travail bien fait pour être en mesure de répondre aux besoins des personnes qu'elles accompagnent. D'accord ? Donc c'est en aucun cas moi qui vais donner des préconisations, je n'en serai absolument incapable, mais c'est bien retranscrire ce qu'elles disent pour donner à voir ce qu'elles font déjà dans leur quotidien. Je dis elles, puisque sur mes champs et sur mes secteurs d'activité, on est en écrasante majorité sur des salariés femmes, donc je féminise. Voilà. Donc, sur la première partie, donc, pilote, ce que j'ai appelé, ce qu'on appelle, comment ? Le pilotage politique et managérial par les indicateurs. Alors, c'est la grande case et la grande catégorie qu'on appelle New Public Management ou Nouvelle Gestion Publique. On retrouve les deux. Alors bon, en un temps record, je vais essayer de vous redire un petit peu le socle commun de cette nouvelle gestion publique. L'idée vraiment, c'est qu'il s'agit là d'une tendance de fond, et donc je cite 2 collègues, Bézès et Musselin,
qui définissent le New Public Management comme un ensemble de dispositifs, d'instruments, d'indicateurs et de standards cherchant à réguler les pratiques administratives, donc principalement publiques mais aussi associatives, en proposant de mesurer la productivité, la performance, les résultats et la qualité des réalisations. L'idée, c'est que c'est un mode d'organisation qui nous vient directement des grandes entreprises privées industrielles, au départ. Et l'idée est vraiment, au départ, l'augmentation de la productivité pour permettre de réaliser plus d'activités en moins de temps et ou avec moins de personnel. D'accord ? Il y a la productivité horaire ou la productivité par tête. Et c'est très important parce que on est aujourd'hui dans la situation dans laquelle finalement nos cadres d'analyse du travail des services de pilotage sont directement issus de l'industrie. Et dans l'industrie, mesurer la productivité, je ne veux pas dire que c'est facile, mais on est rapidement arrivé à un consensus pour savoir comment mesurer la productivité. C'est produire plus avec moins d'agents, enfin moins de salariés ou en moins de temps. D'accord ? La production dans l'industrie se centre sur le produit fini. Dans l'industrie automobile, le produit fini, ça va être l'automobile. D'accord ? Dans les services, c'est très compliqué. Dans les services, c'est très compliqué et pour autant, ce que montrent les collègues qui ont travaillé dans les services, y compris sur l'hôpital, pour le coup, il y a une grosse équipe à l'Université de Paris 13 qui travaille spécifiquement sur la question hospitalière. Les collègues ont montré que finalement, on est allé, nous aussi, dans les services. Les services se sont engagés dans cette quête de gain de productivité avant d'avoir acté ce qu'était la productivité pour les services. Donc en fait, on est dans une situation dans laquelle on a une sorte de consensus vers lequel il faudrait tendre sans qu'on soit passé par la case de définition collective, de représentation sociale de ce que peut vouloir dire la productivité dans ces activités-là. Donc finalement, on a effectivement une forme de transposition du modèle industriel dans les systèmes de services, avec des cadres procéduraux standardisés. Le mot standardisé, ça veut dire qu'on pense qu'on peut avoir des modes de gestion, de pilotage qui puissent être utilisables et efficaces partout. C'est ce qu'on appelle des standards. La standardisation, c'est le contraire de la singularité ou de la personnalisation. D'accord ? Et donc, on a effectivement une sorte de système qui se met en place dans tous les services publics, mais aussi associatifs, dans tous les secteurs, une forme de système qui vise à l'anticipation maximale pour une réduction maximale des incertitudes. D'accord ? L'idée étant, un système sera de qualité si on peut à peu près prévoir ce que sera l'activité et ce que sera le système. D'accord ? Si on est un petit peu désarçonné ou bousculé, c'est qu'on n'a pas assez bien anticipé. Voilà. Donc ça, c'est le cadre vraiment général. Et à l'intérieur de ce cadre, la New Public Management est très riche, complexe, et voilà. À l'intérieur de ce cadre, il y a un instrument privilégié que sont les fameux indicateurs. Alors, les indicateurs, globalement, ils sont aujourd'hui largement utilisés à partir d'outils numériques. D'accord ? Je le dis parce qu'il y a des discussions sur qu'est-ce qui est lié aux indicateurs, qu'est-ce qui est lié aux outils numériques. Je ne rentrerai pas, moi, dans ce débat-là, mais c'est simplement pour essayer de comprendre un petit peu concrètement, ça veut dire quoi. Alors, là, je résume vraiment des travaux absolument passionnants, notamment de Alain Supiot, Florence Janicatrice, plein d'auteurs qui ont travaillé là-dessus, donc je résume un peu à la hache, je m'en excuse par avance. L'idée, moi, là, qui me paraît importante aujourd'hui, c'est de comprendre, on n'est pas du tout dans une discussion pour ou contre les indicateurs, on a tous besoin dans notre travail d'indicateurs, on a tous besoin d'évaluation, on a tous besoin de savoir si ce qu'on fait permet de répondre à ce pourquoi on travaille, ce pourquoi on se lève le matin. D'accord ? Donc moi, je ne rentre pas dans ce débat-là.
On pourra y rentrer après sans problème, hein, mais là, ce n'est pas mon propos. Ce que je voudrais vraiment expliciter là, c'est que par la nouvelle gestion publique, par ce New Public Management, on a eu un changement de rôle des indicateurs qui n'a pas été explicité dans nos systèmes. Et aujourd'hui, c'est le cas dans tous les services publics notamment. C'est-à-dire qu'on est passé d'indicateurs qui sont construits et pensés comme des outils d'aide à la compréhension, voire même à la décision publique. C'est-à-dire, ben voilà, moi, quand je travaille, j'ai besoin de savoir, par exemple, un indicateur, pourquoi pas, d'efficience. Quand j'ai l'impression, à la fin d'une journée, d'avoir bien fait mon travail, oui, ça m'intéresse, je veux bien savoir combien ça coûte. D'accord ? Donc le rapport entre l'activité et les coûts, c'est ce qu'on appelle l'efficience. L'indicateur de l'efficience, ça peut être intéressant. Parmi d'autres indicateurs, comme l'indicateur d'efficacité, c'est-à-dire est-ce que j'ai réussi à répondre aux besoins. Donc il y a tout un tas d'indicateurs qui ont été construits pour nous aider à mieux comprendre notre travail, mieux comprendre si on arrivait à faire correctement notre travail. Et au fur et à mesure de la diffusion de ce système de New Public Management, ces indicateurs sont passés d'outils d'aide à la compréhension de ce qu'on fait à des objectifs en tant que tels des organisations, des services, du travail. C'est-à-dire que finalement, on est dans, donc là je cite Alain Suppiot, qui a fait un ouvrage absolument passionnant qu'il a intitulé La gouvernance par les nombres. La gouvernance par les nombres vise à établir un ordre qui serait capable de s'autoréguler. C'est-à-dire, on a des indicateurs, le rôle d'un service, le rôle d'un travail, c'est de remplir ces indicateurs, c'est de cocher les indicateurs tels qu'ils ont été déterminés. Et donc, ce qui est très important à avoir en tête, et ce que Alain Suppiot montre, c'est qu'à partir du moment où ces indicateurs deviennent des objectifs, ils rétroagissent sur les comportements des salariés. C'est-à-dire que le fait d'avoir en tête que l'objectif de notre travail n'est plus seulement, ou pas seulement, voire pas tellement, ça dépend des endroits et des organisations, de répondre aux besoins d'accompagnement des personnes qu'on accompagne, mais de remplir un taux d'occupation, ou moi par exemple je suis enseignante, par ailleurs responsable d'un master, nous aujourd'hui l'indicateur qu'on doit remplir c'est le taux d'insertion professionnelle. Et l'idée de la rétroaction des indicateurs, c'est de se dire, on sait qu'on va être évalué sur le taux d'insertion professionnelle, et le risque derrière, c'est que ça transforme le comportement des responsables pédagogiques de formation dans la sélection même des candidats et des candidates pour rentrer en master, alors qu'on est un service public d'enseignement supérieur dont l'objectif principal est l'égalité d'accès des chances à l'enseignement supérieur. Si on est fixé, câblé sur l'atteinte de cet indicateur du taux d'insertion professionnelle, on peut être amené, on peut être incité à sélectionner les candidats en fonction des signaux qu'ils nous envoient, dont on sait, pour lesquels on sait qu'il y en a qui auront moins de difficultés que d'autres à trouver des postes à l'issue du master. D'accord ? Voilà, donc je vous prends des exemples de mon travail, mais je suis sûre que ça fait écho à ce que vous pouvez vivre. Et donc effectivement, Alain Suppiot dit, dès lors, les agents concernés sont incités à satisfaire les indicateurs indépendamment de l'amélioration réelle des services rendus. Et nous, dans nos enquêtes de terrain, on a rencontré un nombre très important de salariés qui nous disent « Moi, mes indicateurs, ils sont bons. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression de faire du mauvais travail. J'ai pas eu l'impression à la fin de ma journée d'avoir répondu correctement aux personnes avec lesquelles je dois travailler. » D'accord ? Donc il y a vraiment cette tension qui se crée. Et donc, effectivement, avec ce sentiment, mais j'y reviendrai tout à l'heure sur les deux images un petit peu du travail, les deux types de définition du travail, avec ce sentiment finalement très fort dans les entretiens qu'on a pu mener dans le champ des personnes âgées ou du handicap, que la raison pour laquelle on a choisi ce travail, c'est-à-dire le travail relationnel, le travail singulier, le travail d'aide et d'accompagnement, finalement, l'impression que par rapport aux indicateurs, que l'on doit remplir, cette dimension-là humaine, une impression qu'elle serait reléguée
au second plan et que finalement, ce ne serait pas ce qui importe le plus dans les indicateurs dont les salariés ont connaissance en termes d'objectifs. D'accord ? Donc, on est dans cette situation et du coup, il y a une tendance très forte à la réduction de la complexité de l'activité et du travail. On est sur des métiers de la relation, on est sur du métier du prendre soin, de l'adaptation, de l'accompagnement social, médico-social, et donc une tendance très forte par ce système de pilotage par les indicateurs de réduction de la complexité de son travail, de réduction de la complexité du service. Et là, je cite encore une fois, et normalement la dernière fois, je crois, Alain Suppiot, qui dit « Rabattre le jugement sur le calcul, c'est-à-dire en gros l'atteinte de l'indicateur, conduit à se couper progressivement de la complexité du réel, donc de la complexité du travail au quotidien, autrement dit, à substituer la carte au territoire. » C'est-à-dire de finalement pouvoir penser qu'on pourrait définir un travail relationnel, un service relationnel, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le médico-social, que ce soit dans le sanitaire, en fonction de l'atteinte d'objectifs quantitatifs, qu'on appelle indicateurs. Voilà. Et donc, ce que montrent aussi les collègues qui travaillent sur ces questions-là, c'est que du coup, et là, moi, je le mets entre guillemets, puisque évidemment, ce n'est pas une dépolitisation, l'idée, c'est que avec ce pilotage par les indicateurs, finalement, est véhiculée l'idée que ce serait objectif, que, effectivement, les chiffres ne mentent pas, les chiffres sont techniques, les chiffres sont objectifs, les chiffres ne se discutent pas. Et en fait, ce système-là, effectivement, cache que les chiffres et que le choix des indicateurs sont issus de constructions sociales, sont issus de choix politiques très importants qui ne sont pas explicités. Ce qui peut expliquer qu'on peut se retrouver dans des situations où on a l'impression d'avoir rempli les indicateurs, mais à la fin de la journée, à la fin de la semaine, on se dit « là, j'ai pas réussi ». Là, je me rends compte que je ne réussis pas à faire du bon travail comme moi je l'ai dans ma tête et comme je pense que je devrais le faire. Et effectivement, derrière les indicateurs, il y a des conceptions politiques, une représentation de la société, mais c'est vrai à tous les niveaux. C'est vrai au niveau national, c'est vrai au niveau des indicateurs de politique publique, du produit intérieur brut, du taux de chômage, c'est vrai à tous les niveaux. D'accord ? Et en fait, le problème, effectivement, c'est que ces conceptions-là ne sont pas explicitées, que très peu de personnes n'y ont accès, d'accord ? Et donc, ça pose vraiment la question de la démocratie et du contrôle démocratique. Puisqu'il y a l'idée que, finalement, si l'objectif d'un travail et d'un service, c'est l'atteinte d'indicateurs, le service et le système, effectivement, peut s'autoréguler. D'accord ? En gros, on atteint les indicateurs ou pas, et donc c'est ce que j'écris là, c'est-à-dire que l'atteinte des indicateurs, si c'est ça l'objectif premier, alors on voit que dans le contrôle de la qualité, que dans l'estimation collective sur est-ce qu'un service est de qualité ou pas, est-ce qu'il est efficace ou pas, on reviendra sur ces termes-là. La notion d'efficacité est centrale, mais aujourd'hui, elle est devenue complètement secondaire derrière la notion d'efficience. D'accord ? Et donc la question, c'est effectivement de se dire, si vraiment l'atteinte des indicateurs devient l'objectif central, ben finalement, les experts, voire les ordinateurs, voire les outils numériques, ben peuvent suffire pour savoir si effectivement le service il fonctionne bien, si on fait un travail de qualité ou pas. Et donc là, je m'appuie sur des travaux de cliniciens du travail, Yves Clos et Philippe Davzy, qui eux parlent de dispute du travail. Et eux disent, dans les espaces de travail, quels qu'ils soient, pas que sur les services, on a besoin de moments collectifs dans notre identité professionnelle, de mise en discussion, de mise en débat. Ils parlent de dispute du travail. À quand est-ce qu'on a l'impression d'avoir fait du bon travail ? De quoi on a besoin pour faire du bon travail ? Quand on a l'impression de faire du bon travail, pourquoi ? Quand on a l'impression de ne pas réussir, pourquoi ? Tous ces éléments-là, effectivement, du coup, ont tendance à être légués au second plan dans des
univers d'organisation du travail très standardisés et qui ont tendance à être un petit peu automatisés. D'accord ? Et donc nous, ce qu'on a vu dans nos entretiens, effectivement, c'est que parce que les entretiens sont faits à la fois de manière individuelle et collective, et dans les espaces d'entretien collectif, finalement, les salariés disaient « mais en fait, merci de poser cette question-là ». C'est-à-dire qu'on n'a plus d'espace pour poser la question du sens du travail, qui est un travail bien souvent que l'on ait choisi ou pas. Dans ces métiers-là, il y a beaucoup de salariés qui n'ont pas choisi leur travail, mais en revanche, toutes ont un amour pour leur travail très important, un sens du travail très important, et donc, effectivement, l'idée que ces questions-là ont eu tendance à être évacuées. Pardon, je vois évaluer, j'ai dit évaluer, évacuées. Et donc, effectivement, alors là, on a des collègues, notamment des collègues grenobloises, si un jour vous voulez faire une suite à cette journée sur la question d'évaluation, donc je pense notamment à Anne Leroy, la question du coup de l'évaluation qui se trouve transformée aussi, et en tendance, on a des évaluations qui se sont complètement transformées, qui sont devenues très standardisées, et finalement des évaluations qui, de plus en plus, se réduisent à cocher des cases, à savoir si on a rempli des indicateurs ou pas, alors qu'au départ, l'évaluation est vraiment un processus pour mieux se comprendre, mieux se connaître, mieux connaître nos situations de travail, mieux connaître ce qu'on fait au quotidien. Voilà, donc c'est vraiment un modèle assez cohérent. J'ai pas le temps de développer évidemment tous les axes, mais on pourrait faire intégralement une journée sur la question de l'évaluation, où on verrait qu'elle a aussi changé de rôle, qu'elle a aussi changé de place, qu'elle a aussi changé de méthode, et que le point commun, c'est que les dimensions de discussion collective sont extrêmement réduites. Alors, deuxième temps de cette présentation, c'est finalement essayer de donner à voir à l'intérieur de ce système-là finalement la vision du service et donc du travail qui est véhiculée et encouragée par les politiques publiques, issues à la fois des politiques publiques, des lois, des évolutions des financements, des évolutions de la tarification sociale et médico-sociale et des évolutions des réglementations. On s'est aussi appuyé, on a fait un très gros travail sur la question de l'analyse des outils numériques de suivi de l'activité, d'accord, donc principalement dans le champ du handicap, pour essayer de reconstituer la conception du service qu'il y a derrière les nomenclatures numériques que les salariés doivent cocher, doivent remplir à la fin de leur semaine. Et puis on a aussi mené, en plus des entretiens avec des salariés, des entretiens avec des membres de direction des associations et des financeurs, principalement conseils départementaux, puisque c'est lié principalement au métier du grand âge dans ce qu'on a identifié. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais présenter, c'est vraiment le cœur de nos résultats, de nos recherches récentes, c'est-à-dire essayer de rendre visible finalement ce qu'on analyse nous comme la coexistence aujourd'hui dans les organisations de deux conceptions du service et du travail qui aujourd'hui se trouvent en tension, une conception véhiculée par les politiques publiques, les financeurs, et une conception qu'on a reconstituée à l'aide de nos entretiens auprès des salariés, c'est-à-dire la conception du travail considéré comme étant du travail bien fait par les salariés. Alors, donc, l'idée un petit peu de la caractérisation de ces deux modèles de service, on a défini le service tel que les salariés nous l'ont raconté, parce que les entretiens sont très longs, comme avant tout un service de relation. Et de l'autre côté, le service qui, en tendance, c'est ce qu'on a montré avec l'évolution historique, on est parti des années 80, comme une tendance à la réduction du service en série d'actes ou de tâches. Et nous, on l'identifie dans deux registres d'action distincts. Le registre de l'efficacité d'un côté et le registre de l'efficience de l'autre. Aujourd'hui, dans le langage courant, on a l'impression globalement, on parle beaucoup moins d'efficacité. Et d'ailleurs, ça fait partie des questions qu'on posait aux salariés, aux membres des directions, aux familles aussi, d'usagers et d'usagères, et aux financeurs.
C'est-à-dire qu'on a l'impression que pour faire plus sérieux, on parle plus d'efficacité mais d'efficience, comme si c'était un synonyme. Ce n'est pas du tout un synonyme. L'efficacité, c'est quand on veut évaluer l'activité, ce qu'on fait, par rapport aux objectifs de départ de l'activité. D'accord? Donc dans les activités, par exemple, d'aide à domicile, les objectifs de l'activité, c'est le fait de préserver au maximum les marges d'autonomie des personnes âgées. Voilà, ça c'est la raison d'être, les objectifs de l'activité. L'efficience, c'est le rapport entre l'activité et les coûts que cela a générés. Voilà. Encore une fois, les deux sont nécessaires. Moi, en tant qu'enseignante, ça m'intéresse d'avoir des éléments d'indicateurs d'efficience quand j'ai l'impression de bien faire mon travail, d'avoir une idée sur combien ça coûte pour en évaluer les niveaux d'impôts qu'il faut pour les financer, etc. D'accord? Mais encore une fois, on est bien dans l'idée de cette transformation du rôle des indicateurs qui est qu'ils deviennent l'objectif et non pas une aide à la compréhension de ce qu'on fait. Donc, on a essayé d'identifier différentes catégories. Je n'aurai pas du tout le temps de tout développer, mais ce n'est pas grave, vous savez qu'elles existent. On peut y revenir dans la discussion et de toute façon, voilà, on pourra aussi, j'espère, continuer la discussion dans d'autres lieux. Donc, on a identifié 4 catégories, 4 grands items pour essayer de caractériser ces deux modèles de services qui sont en coexistence et qui sont en tension, et je le rappelle, nous, c'est le cadre qu'on propose pour essayer de comprendre les tensions et les conflits sur le travail. Alors, premier grand item, les finalités du service. Pourquoi est-ce qu'on réalise ce service et pour les salariés, pourquoi est-ce qu'on travaille? Alors, dans le registre du service comme relation, du service dans le registre de l'efficacité, en gros, ce qu'on voit, c'est que les salariés disent très vite dans les entretiens que leur raison d'être, c'est de répondre aux besoins des personnes qu'elles accompagnent. Voilà. Et donc, effectivement, on a essayé de caractériser un petit peu dans les métiers auprès des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. On a ce qui revient, le maintien de l'autonomie, l'épanouissement et l'émancipation. C'est très intéressant de noter, par exemple, que, je vous disais, moi j'ai une approche socio-historique, j'ai étudié les statuts des premières associations d'aide à domicile, donc qui datent des années 50, 1950-1960, dans quasiment tous les statuts des premières associations, sur les premiers articles des statuts, dans les objectifs, quasiment systématiquement, on avait la question de l'émancipation des personnes. D'accord? Donc c'était vraiment très important dans l'objectif même du système et de l'organisation. Et donc dans cette conception-là, les actes, les activités, les tâches sont pensés et considérés comme des supports à la relation. C'est-à-dire qu'on a plein d'extraits d'entretiens absolument passionnants dans lesquels les salariés nous expliquent que dans leur idée du travail bien fait, quand on est sur de l'aide au repas, l'idée par l'aide au repas, c'est non pas seulement de passer d'une personne âgée non nourrie à une personne âgée nourrie, mais c'est bien effectivement d'essayer de susciter de la mise en mouvement, de comprendre effectivement ce qui pourrait permettre une alimentation pour la personne, de comprendre les habitudes et, bien sûr, dans un moment idéal où on pourrait avoir le temps, de mettre en activité pour préparer ensemble le repas. D'accord? Donc là, c'est vraiment les entretiens avec des salariés anciennes dans les secteurs qui ont pu nous expliquer quand elles ont commencé comment ça se passait, et les fameuses 2 heures d'intervention pour de l'aide au repas qui permettaient la co-réalisation d'une tarte aux pommes. Voilà, on est vraiment dans cette idée-là du travail bien fait. Côté conception du service telle qu'elle se diffuse dans les référentiels de politique publique, on a clairement une conception du service et qui est d'ailleurs assez présentée assez volontiers telle qu'elle par un certain nombre d'interlocuteurs comme des réponses à des demandes individuelles. D'accord ? L'idée, effectivement, c'est qu'on est dans l'idée de tâches, aide au repas, aide à la mobilité, aide à la toilette, aide à la réalisation de tâches administratives qui sont autonomisables, d'accord,
et qui sont donc une succession finalement de demandes individuelles. La notion de demande et besoin sont très très différents en économie. Les besoins sont des enjeux de collectif, aussi des besoins territoriaux, d'égalité d'accès, et les demandes sont très individuelles, et notamment dans la manière d'évaluer, on n'évalue pas de la même manière. Une demande, elle se satisfait, un besoin, on y répond. D'accord ? Donc c'est assez différent. Et donc on a effectivement un service qui tend à être réduit à la production de tâches séparées, et donc effectivement les actes deviennent des objets d'échange et finalement des objectifs du travail. Donc là, je n'ai pas le temps de le développer, mais on a poussé cette analyse-là à travers la question de l'aide à domicile et du marché des services à la personne, puisque derrière, il y a aussi une mise en marché de ces activités qui est importante dans le référentiel. Côté définition du service, donc là, ce sont évidemment nos termes qu'on propose pour rendre visibles et donner des cadres d'analyse aux entretiens qu'on a réalisés avec les salariés. Donc, côté définition du service, on a une relation d'aide singulière. Les salariés insistent beaucoup sur la notion de coproduction et qu'un service réalisé dans un domicile ne sera pas le même qu'un service réalisé dans un autre domicile en fonction de la singularité de chaque personne, de chaque situation. L'objectif dans le modèle de la définition du service, c'est de faire avec la personne, et j'ai rajouté ce qui prend du temps, d'accord ? Quelle que soit l'efficacité professionnelle, faire avec prend toujours du temps. Et l'idée vraiment, et là il y a beaucoup d'exemples effectivement développés dans les entretiens, que le service se définit comme un processus non totalement anticipable. Et ça c'est très important. Et donc, dans notre travail, on doit mettre en œuvre des ressorts d'adaptabilité et d'initiative. Et ça, c'est très important parce que c'est très différent de l'idéal qui est appelé de l'autre côté, où on a une définition d'un service qui tend à pouvoir s'objectiver sous la forme d'une liste ou de listes d'actes tangibles, quantifiables et chronométrables. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous on dit, mais que les collègues qui travaillent sur l'hôpital disent aussi, que les collègues qui travaillent sur l'université disent aussi, c'est-à-dire que l'idée est qu'on attend des services qu'ils puissent déboucher sur des résultats standardisables et échangeables. Voilà. Donc par exemple, ça va être pour l'aide à domicile, un logement nettoyé, ça va être une toilette réalisée, un repas pris, voilà, un frigo rempli, un placard avec des courses remplies. Voilà. Donc c'est-à-dire l'idée étant de pouvoir objectiver les résultats du service et du travail, et donc des services réalisés sur les personnes plus qu'avec. Et là, on a l'idée assumée, explicitée, là pour le coup ça c'est explicite, notamment auprès des financeurs, un cadre d'analyse qui est celui du service qui doit être productif. Aujourd'hui, dans l'aide à domicile, les financeurs identifient ce qui relève du travail productif, et ce sont leurs termes, ce ne sont pas les miens, ce qui relève du travail productif, donc qui doit être financé par la tarification, et ce qui relève du travail dit improductif, c'est-à-dire passer à faire des activités qui ne sont pas quantifiables, chronométrables, tangibles, tout ce qui est travail collectif, tout ce qui est travail de la mise en relation, tout ça est caractérisé comme improductif. Voilà. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que dans l'industrie, on a des cadres d'analyse industrielle, on voit bien là qu'il y a l'utilisation des termes même de productivité et d'improductivité. En termes de qualité du service, j'accélère un peu, je ne dis pas tout, en termes de qualité du service, la question est à partir de quand on estime avoir fait un travail de qualité. On estime avoir fait un travail de qualité quand on estime avoir réussi à répondre aux besoins des personnes. Ça, dans les entretiens avec les salariés, c'est... Voilà, donc ça, c'est très important, avec la dimension à la fois individuelle et collective des besoins, avec notamment des situations très nombreuses dans lesquelles les besoins évalués peuvent être contradictoires avec les demandes individuelles formulées.
D'accord? Donc l'exemple qui revient le plus dans les entretiens, c'est le besoin d'hygiène. Quand on arrive dans le domicile d'une personne qui est fatiguée, qui est déprimée, qui veut qu'on la laisse tranquille et qu'on la laisse dormir, le besoin évalué d'hygiène fait qu'on a besoin d'arriver à convaincre d'une aide à la toilette, alors que la demande individuelle immédiate de la personne, ça va être « j'ai besoin d'être tranquille voilà. Et donc, comment est-ce qu'on concilie ça? Donc ça fait partie effectivement des enjeux. Et donc là, une évaluation de la qualité des besoins, de la qualité des services, excusez-moi, une évaluation à la fois compréhensive, processuelle et collective. Ça veut dire quoi? Compréhensive, ça veut dire une évaluation qui nécessite de se poser la question, pas la question « j'ai bien fait, j'ai mal fait », mais la question « qu'est-ce qui a été fait pour répondre à quel besoin ?» Processuel, c'est-à-dire de ne pas se concentrer sur le service comme résultat. Personne lavé, non lavé. Foyer nettoyé, non nettoyé. Repas pris, non pris. Mais bien comme processus, c'est ce qu'on a réussi à faire en sorte de pouvoir effectivement avoir une relation à ce moment-là qui nous a permis de faire comprendre l'hygiène, etc. Et collective, hein, dans l'évaluation des services, on a bien la dimension collective, notamment territoriale dont je parlais. Dans l'idée, effectivement, du service comme acte dans le cadre du modèle de l'efficience, on a l'idée qu'un service de qualité, c'est quand on a réalisé les actes anticipés dans le temps imparti en amont, hein, donc avant le service de relation, avec les moyens prédéfinis et accordés. L'idée est qu'on sait à l'avance ce qu'on doit faire, en combien de temps, avec quels moyens, et on fait du bon travail quand on a réalisé ce qui a été anticipé. Ça, c'est fondamental pour comprendre, du coup, c'est le cas de le dire, le du coup, pour comprendre effectivement le passage de cette évaluation collective du processus à une évaluation, hein, ça c'est Anne Leroy qui le montre, qui tend à se réduire à une forme de contrôle. C'était ça qui était prévu, aide à la toilette en 30 minutes, ça a été réalisé, oui, non. D'accord? Donc c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais cette tendance à la réduction de la complexité du travail et du service à une série d'actes objectivables, quantifiables, dans un temps imparti, avec des moyens impartis, on a coché ou on n'a pas coché. Alors bon là, je ne vais pas du tout dire tout ce que je voulais dire, je dis une seule idée, puisque le temps tourne. Ce qu'on a montré aussi avec les collègues, et on continue de travailler sur cette question-là, qui moi m'intéresse fortement et je pense que c'est un des enjeux, c'est la question de la qualification professionnelle. C'est-à-dire que dans le modèle du service comme relation au service de la réponse à des besoins complexes, non anticipables, multidimensionnels, etc., l'idée c'est que ce modèle-là s'est accompagné d'une confiance dans l'expertise professionnelle des salariés. Cette confiance était assise s'appuyait, c'est plus joliment dit quand même, s'appuyait sur le diplôme et la qualification professionnelle. L'idée est que quand on est titulaire d'une qualification professionnelle, on nous donne la confiance et la marge de manœuvre pour être réactif et s'adapter en temps réel pour savoir comment faire pour répondre aux besoins des personnes, y compris en prenant en compte les demandes immédiates, individuelles qui sont formulées, qui peuvent être en contradiction avec les besoins. Et de l'autre, on a effectivement une forme d'industrialisation avec l'idée que finalement, on pourrait entrer, c'est complètement ce qu'on a dans l'aide à domicile, on pourrait entrer dans les domiciles privés de publics, de personnes en situation de fragilité, en perte d'autonomie, sans avoir de qualification médico-sociale, puisqu'on estime qu'à ce moment-là, ce qui a été anticipé, c'est de l'aide à l'entretien du foyer. Pour passer le balai et la serpillière, il n'y a pas besoin d'une qualification professionnelle. Sauf que dans le registre social et médico-social tel qu'il s'est construit historiquement, il y avait l'idée qu'on ne peut jamais
anticiper ce que sera le contenu du service relationnel, puisque le service est nécessairement de la coproduction. D'accord? Et on le voit, nous, alors pour le coup, je reprends ma casquette de responsable de formation, nous, actuellement, à l'université, on nous demande de transformer tous nos diplômes en blocs de compétences. Et l'idée, c'est que les blocs de compétences doivent pouvoir être autonomisables et qu'on doit pouvoir proposer à des personnes en formation initiale ou continue des blocs de compétences et pas forcément l'intégralité du diplôme niveau master. D'accord? Donc il y a vraiment cette logique-là qui est importante. Alors, pour terminer, en troisième et dernière partie, finalement, cette proposition de schématisation nous semble pouvoir abriter, non pas comprendre toutes les situations de conflit, loin de là, mais on a l'impression que dans les situations de conflit et de tension qui caractérisent absolument aujourd'hui tous les systèmes de travail, voilà, dans tous les secteurs, dans tous les services, on a une conflictualité qui explose, avec des répercussions individuelles importantes, hein, mais les ressorts nous semblent être réellement collectifs, institutionnels, organisationnels, et la mise en visibilité de ces deux conceptions du travail et du service nous semble être un cadre pour déjà comprendre ce qui se passe. Comment ça se fait qu'on peut être considéré comme ayant tout coché ce qu'il fallait cocher et rentrer chez nous le soir avec ce sentiment extrêmement désagréable de ne pas avoir fait du bon travail, d'accord? Donc ça permet quand même de comprendre des situations comme ça, et puis ça permet peut-être de donner les bases d'un langage commun sur, ok, le fond de la question, c'est pourquoi on travaille? À quoi sert ce service? À quoi sert un service public d'enseignement supérieur? À quoi sert un service public de santé? À quoi sert un service médico-social dans le champ du handicap ou dans le champ des personnes âgées? Et pourquoi on travaille? Quelles sont les finalités de notre travail et de notre service? Et on se rend compte dans les collectifs, dans les systèmes, dans les organisations, que ces espaces-là existent de moins en moins. Et typiquement, dans la tarification de l'aide à domicile, les espaces collectifs, je l'ai dit, sont classés parmi les temps improductifs, donc non tarifés, par la tarification sociale et médico-sociale. Et donc, nous, ce qu'on constate, hein, on n'est pas les seuls, hein, les entretiens le montrent, mais il y a beaucoup d'analystes qui vont dans ce sens-là, ce sentiment de perte de sens. Alors Yves Clos, lui, parle de qualité empêchée. C'est comme ça qu'il analyse la perte de sens au travail, c'est-à-dire cette impression de ne plus pouvoir faire du bon travail, l'impression de ne plus avoir la possibilité de répondre aux besoins des usagers et usagères, des personnes qu'on accompagne. L'idée aussi qui ressort des entretiens, c'est que le cœur de... Excusez-moi, je prends la casquette des salariés, c'est pour ça que je dis notre. Le cœur de notre travail, à savoir le relationnel, n'est plus ce qui est attendu, et à l'inverse, ce qui est attendu de nous ne nous paraît pas essentiel. Ça revient très fortement dans les entretiens. Alors, en plus, c'est intéressant de travailler à la fois sur le champ des personnes âgées et sur le champ des handicaps, parce qu'on n'en est pas au même niveau d'avancement de cette logique-là d'industrialisation et de New Public Management. Mais ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Nous, on a identifié dans les entretiens 2 degrés de travail bien fait empêché, pour reprendre la terminologie d'Yves Clos. Premier degré, quand ce qui relève du travail bien fait selon les salariés n'est pas prévu dans le travail prescrit, mais il est possible. C'est-à-dire, dans le travail qu'on attend de nous, d'accord, dans les plans d'aide, selon les secteurs, où ce ne sera pas aux mêmes endroits, quand le travail prescrit ne prévoit pas la mise en relation, tout ce qui est déterminant pour faire un travail bien fait, mais que c'est quand même possible. Et donc, on voit là que pour faire du travail bien fait, on fait plus que le travail prescrit, on déborde le travail prescrit, notamment pour préserver la partie relationnelle. Donc là, on le connaît déjà depuis de très nombreuses années, c'est ce qui explique notamment une tendance à l'intensification du travail, puisque l'idée est que les salariés en font toujours plus que ce qui est demandé,
puisque ce qui est demandé tend à se réduire sur des choses qui semblent à côté de ce qui fait le cœur pour les salariés. D'accord? Donc ça, c'est un ressort de l'intensification du travail. Deuxième élément que nous, on a beaucoup vu dans nos entretiens, deuxième degré de travail bien fait empêché, quand le travail bien fait non seulement n'est pas prévu, mais en plus est rendu impossible par le travail prescrit. Et là, l'idée, c'est que pour bien faire son travail, il faut contourner le travail prescrit. Et là, on arrive à des situations qui peuvent être très compliquées. Et là, par exemple, nous, on l'a vu quand le travail prescrit associe, et c'est de plus en plus le cas, associe des tâches avec un référentiel de temps. C'est-à-dire, l'idée, c'est vraiment ce que les aides à domicile notamment nous ont dit, il n'est pas possible de faire une aide à la toilette respectueuse en 20 minutes. C'est le travail prescrit, et donc là, pour bien faire son travail, c'est pas seulement faire plus et intensifier, c'est contourner, c'est ne pas respecter une partie de ce qui nous est demandé. Et donc, du coup, ce que montre, vu le temps, je vais aller droit au but et j'arrête de passer le diapo pour être tout à fait clair. C'est là-dessus que je voulais finir. Ce que montrent les salariés dans nos entretiens, c'est qu'elles regorgent d'inventivité, d'initiative, d'idées pour continuer de bien faire leur travail, mais que globalement, les espaces de résistance collective, d'action collective, de contournement collectif sont très compliqués, puisque justement les temps collectifs sont réduits. D'accord ? Donc c'est encore plus vrai dans l'aide à domicile où en plus il n'y a pas de lieu de travail collectif, et qu'en fait ce qu'on voit, ce qui se développe le plus, c'est que ce sont des stratégies individuelles de contournement. Et là, du coup, ça met en danger individuellement les salariés. Donc l'exemple le plus caractéristique, si je ne prends qu'un exemple, j'ai le temps d'en développer qu'un seul, de l'aide à domicile. Donc les aides à domicile, aujourd'hui, dans quasiment toutes les organisations, quel que soit le statut, ont des outils de télégestion. Donc elles doivent badger quand elles arrivent chez les usagers et usagères et débadger, comme elles disent, quand elles ressortent. Et donc, que font les aides à domicile globalement? C'est que pour pouvoir faire du bon travail, elles débordent des temps. Donc elles font croire qu'elles sont parties pour que l'augmentation du coût qui pourrait découler d'un débordement du temps ne se reflète pas sur les usagers et usagères, puisque sinon c'est elles et eux qui devraient payer le coût supplémentaire que ça génère, d'accord? Et restent pour pouvoir terminer l'aide au repas, l'aide à la toilette, ou reviennent sur leur temps de midi, ou reviennent le soir à la fin de la journée de travail. Donc, en termes évidemment d'intensification, de surcharge, d'épuisement, mais aussi en termes de risque individuel, parce que s'il y a un accident à ce moment-là, alors qu'elles ne sont pas censées être sur leur lieu de travail, ça peut être très compliqué. Pour conclure, ce qu'on voit dans nos entretiens, c'est que les salariés et les familles d'usagers et usagères avec lesquels on a pu avoir des entretiens, trop peu, hein. L'écrasante majorité de nos entretiens, c'est avec les salariés. On a quand même réussi à avoir 7 entretiens avec des familles sur la dernière recherche, montre que chacune de là où ils sont, porte les questions de qualité du travail et qualité du service comme étant étroitement articulées. C'est-à-dire qu'on voit que, côté salarié, il y a cette perception-là, il y a cette conception du travail bien fait comme étant un travail qui permette de répondre aux besoins. Et côté usagères et usagers et leurs familles, alors on l'a notamment vu chez les résidents et les résidentes des EHPAD, on a eu beaucoup de témoignages de résidents et résidentes qui disent « on n'ose pas demander parce qu'elles font déjà ce qu'elles peuvent, elles n'en peuvent plus, et si elles pouvaient travailler dans des conditions meilleures, là on voit bien qu'on pourrait arriver à leur demander de répondre à nos besoins. » Et en fait, des deux côtés, ça s'est porté. Et aujourd'hui, se pose la question de quel type d'espace on pourrait développer pour faire se rencontrer cette articulation-là
Et on a vu par exemple, là, il y a eu des mouvements de grève de salariés dans les EHPAD, pour lesquels les résidents et résidentes et leurs familles se sont associés aux salariés autour de la question des conditions de travail. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est la première chose que je voulais dire en conclusion. Et deuxième et dernière chose que je voudrais dire en conclusion, c'est que nous, nos travaux, aujourd'hui, on aboutit à l'idée selon laquelle, en tout cas dans le champ des personnes âgées, que ce soit aide à domicile ou EHPAD, le système aujourd'hui est déjà insoutenable. Il est insoutenable d'un point de vue économique, d'un point de vue tarifaire, d'un point de vue social, humain. Et il ne tient que par le développement du travail gratuit des femmes, que ce soit le travail gratuit des aidantes professionnelles avec les exemples que je viens de donner, mais aussi le travail gratuit des aidantes familiales, sur lesquelles les politiques publiques, depuis 2016, depuis la loi de l'adaptation de la société au vieillissement, comptent, avec des reconnaissances du statut de proche aidante, etc. Mais que dans tous les cas, on est quand même sur des marges de gratuité qui se développent. Et aujourd'hui, tous les clignotants sont au rouge pour avoir effectivement une refonte en profondeur de ces secteurs-là. Voilà. Et donc, on est vraiment on est dans la situation dans laquelle l'explosion des situations de conflit, de tension, sont principalement vécues sous le prisme individuel, alors que l'essentiel des ressorts de cet épuisement professionnel et de ce sentiment de perte de sens, selon nous, sont essentiellement institutionnels, politiques et organisationnels. Merci. Alors moi j'ai une question, mais qui, pour reprendre à partir du début de ton intervention, où tu as survolé la question de l'entretien, de l'évaluation, et que c'était, je ne sais plus comment tu l'as, mais tu as parlé de cette évaluation et que cette question de l'évaluation, elle était comme une façon de... C'est comme un indicateur, c'est ça? Je ne sais plus comment tu l'as... Je te dis ça parce que ce matin, quand j'ai commencé l'introduction, j'ai effectivement... j'ai fait mes propres recherches et j'avais pas relevé à quel point cette évaluation, ces entretiens individuels, étaient une façon de mesurer la performance. Et comment ça pouvait faire le lit aussi, justement, des tensions et des conflits. Est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu plus en détail ? Moi, quand je parlais d'évaluation, c'était beaucoup plus large que les entretiens individuels d'évaluation, qui est un objet sur lequel moi je n'ai pas travaillé directement. Moi, quand je parlais d'évaluation, c'est qu'en fait, ce que montrent des collègues comme Anne Leroy, c'est que avec le changement de rôle des indicateurs, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est passé d'indicateurs d'aide à la compréhension à d'indicateurs finalité de l'activité, on a aussi vu une transformation à la fois du rôle et du contenu des évaluations. C'est-à-dire qu'au départ, les évaluations étaient complexes, étaient collectives, étaient en plusieurs phases et avaient des outils à la fois quantitatifs, donc des indicateurs, et qualitatifs. Et l'idée de l'évaluation, les moments d'évaluation étaient aussi un moment dans les services, dans les organisations, dans les entreprises, de se poser collectivement sur, ok, comment on travaille, qu'arrive-t-on à obtenir dans notre travail, etc. Combien ça coûte pour bien travailler, etc. Aujourd'hui, ce que montre Anne Leroy, c'est que, en même temps que les indicateurs sont devenus des finalités à l'activité, les évaluations, en fait, elle, ce qu'elle dit, c'est que ce ne sont pas des évaluations. On nomme évaluation ce qui relève de l'audit ou du contrôle. Et en fait, pour elle, il y a une confusion. Aujourd'hui, l'évaluation fait peur, alors que l'évaluation, on en a besoin. Quand on discute, j'ai bien vu, même quand on discute le midi, dans les pauses, en fait, on passe son temps à s'évaluer.
dans notre sphère professionnelle, familiale, on passe notre temps à s'évaluer. On en a toutes et tous besoin. Mais des formes d'évaluation collective, de mise en débat, etc. Et aujourd'hui, ce que montre Anne Leroy, c'est que ce qu'on appelle évaluation ne sont pas des évaluations. Ce sont des formes d'audit et de contrôle qui sont aujourd'hui devenues quasi exclusivement quantitatifs, ou elle, ce qu'elle montre, alors elle a beaucoup travaillé elle, sur le secteur de l'insertion par l'activité économique et les centres sociaux, et elle, ce qu'elle montre, c'est que dans le traitement fait des évaluations par les financeurs, c'est que même quand il y a une partie dite qualitative, en fait, elle n'est pas ou peu regardée. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire, mais ce n'était pas spécifiquement sur les entretiens individuels d'évaluation sur lesquels, je le redis, je n'ai pas travaillé directement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Elisabeth? Alors moi j'avais juste une remarque sur les temps décidés. Donc là on parlait de la toilette pour les personnes âgées. Moi j'ai un métier tout autre qui est technicienne de labo, mais c'est le même problème, c'est-à-dire qu'une analyse dure 10 minutes. Pour eux c'est le temps que dure l'analyse sur la machine. Mais derrière, si la machine est occupée par d'autres personnes pour faire d'autres analyses, bah, du coup ça prend 20 minutes. Mais pour eux, c'est pas leur problème, c'est 10 minutes. Pour eux, l'analyse est de 10 minutes. L'automate se met en route tout seul, s'éteint tout seul. C'est pas compté dans les... Et donc tout doit être quantifié. Et c'est vrai que ça m'a impressionné de voir quand... Enfin, c'était il y a 1 an ou 2. Même dans les labos, on en était à quantifier combien de temps met une analyse à sortir. Alors sur une chaîne, c'est facile. Sur une analyse manuelle où, bon, ben, malheureusement, on a pu se tromper, il faut recommencer l'analyse qui dure 2 jours, c'est un petit peu plus compliqué. Je peux poser une question aussi? Je ne sais pas si on a le droit. J'ai le droit. Mais du coup, comment ça se passe? C'est-à-dire que dans une journée ou une semaine type, il est attendu de vous, on prend votre temps de travail et on le calcule en termes de nombre d'analyses. Comment ça se... En fait, c'est tout simple, ils regardent la procédure. Il y a 15 minutes de centrifugeuse, il y a 15 minutes dans le bain de sable, et donc ils additionnent, ils comptent même pas les temps de manip, ils additionnent tous les temps qui sont censés passer sur l'automate, et ils en déduisent qu'on est censé y passer une journée ou une journée et demie, ou voilà, ils calculent les temps en fait, à chaque fois. Donc si la personne elle met un petit peu plus de temps à mettre sa pipette dans les différents bassins, c'est pas calculé. Voilà. On va dire qu'elle est peut-être pas assez efficace, qu'elle met moins vite. Voilà. Moi, c'est juste à propos de l'entretien individuel qu'on a, par exemple, à l'hôpital, mais ça s'est généralisé dans tous les hôpitaux, dans tout le secteur sanitaire. Moi, je dirais que c'est une méthode d'intégration des salariés à la gestion que demande le directeur, le patron, aux objectifs. Donc, en fait, te plier à ce que le sens du travail, c'est pas celui que tu te fais, hein, c'est les objectifs, c'est nos indicateurs. C'est ça l'entretien d'évaluation, c'est intégrer les salariés à cette gestion et même les sélectionner et les mettre en compétition, puisque ça débouche derrière sur le salaire au mérite, ça débouche sur comment on les plie aux objectifs de l'entreprise et de la politique suivie. Je crois qu'on peut faire même le parallèle avec ce que tu disais sur ce travail prescrit et ce qui se fait réellement. Et comment on est amené à justement tout ce qui n'est pas comptabilisé, qui est estampillé comme non productif. Effectivement, c'est une façon de standardiser. C'est vrai que ces histoires d'entretien individuel, moi je sais que quand on avait fait cette formation pour nous expliquer qu'il allait y avoir ces entretiens, j'étais épatée de voir qu'on plaquait ces entretiens, quelle que soit la profession.
Et c'est pas, enfin voilà, c'est l'idée de... Enfin, moi, je trouve ça vraiment intéressant d'entendre ce mot standardisé, parce que tant qu'on ne le nomme pas, on ne réalise pas. Et là, vraiment, ça permet d'attraper quelque chose. Je crois qu'il y a une autre question. Si. Oui, nous les salariés, on apprécie notre travail en termes d'efficacité. Les financeurs du secteur sanitaire, public ou privé, ou du médico-social, eux, apprécient le travail que l'on fait en termes d'efficience, de rentabilité, de productivité. Par essence, eux, ils soignent des chiffres, nous, on soigne des gens. On ne peut pas être d'accord, on ne peut être qu'en conflit avec eux. Est-ce que cette évolution dans la gestion du travail, c'est pas un nouvel avatar, tout simplement, de la lutte de classe? On doit être nécessairement en conflit avec des hiérarchies qui mettent en œuvre des politiques pareilles. Un, deux. Alors, de ce que j'ai retenu, c'est peut-être un petit peu naïf, mais en gros, moi, de ce que j'ai retenu de tout votre diaporama, c'est qu'au final, à la fin, les salariés qui veulent bien travailler, ils sont obligés de désobéir pour bien faire, au final, pour essayer de contourner le système et être bien dans leur basket, enfin, pour résumer de manière très rapide. Et en fait, ouais, moi, je suis pas sûr qu'on ait besoin de faire beaucoup d'évaluation pour en arriver là, quoi. Parce que, effectivement, si le système ne change pas, et ben, mais je suis pas persuadé en fait que le changement doit se faire par le bas, quoi. Je pense qu'on passe beaucoup de temps en fait à dépenser de l'énergie sur des éléments qu'on peut pas changer, quoi. Moi, j'ai déjà vu, par exemple, j'ai déjà eu une formation où je suis passé après une session de cadre. Et j'ai vu sur le tableau de formation des futurs cadres dans les services à l'hôpital, il parlait de toyotisme. Et je me suis dit, purée, si on forme les futurs cadres avec des termes comme le toyotisme, ouais, d'accord, on n'est pas sauvé, quoi. La conséquence, forcément, au bas de l'échelle, elle est là, quoi. La standardisation, ce qu'on a dit, etc. Donc moi, je pense que ouais, c'est bien de faire des évaluations et dire que pour être bien dans ses baskets, il faut désobéir. Ouais, super. Mais je pense vraiment que le problème vient d'en haut, quoi. Et d'ailleurs, il y a le mot politique dans votre titre, et je trouve que ouais, tout ça, c'est vraiment la transformation doit se faire par le haut, quoi. Et ceux du bas se faire entendre de ceux du haut, quoi. Et ça rejoint un peu l'analyse de la lutte des classes, mais bon, c'est un peu comme les gilets jaunes, quoi. On crie en bas en première ligne, et puis en haut, on laisse pourrir, quoi. Enfin, c'est pas, il n'y a rien de nouveau en fait sous le soleil. C'est ça que je veux dire, quoi. Merci. Alors, juste... Alors, juste là-dessus, pour être sûr qu'il n'y ait pas de contresens sur ce que j'ai dit, sans doute trop rapidement à la fin, puisque j'ai vu le temps défiler, la conclusion de toute mon intervention, j'espère que ça n'a pas été pris comme ça, c'est pas la seule manière, c'est de contourner le travail. C'est-à-dire que ce que j'ai essayé d'expliquer, c'était que moi, je rendais visible ce que les salariés font déjà, et j'ai bien précisé que ce n'était pas des préconisations. Moi, mon objectif, c'était de rendre visible ce que les salariés font déjà, et que, en gros, il y a toujours cette volonté très forte de bien faire son travail. Moi, j'ai aussi dit que le système était insoutenable, d'un point de vue politique, organisationnel, tarifaire. Donc, vous le dites avec vos mots, je l'ai dit avec les miens, effectivement. Les gilets jaunes l'ont déjà dit. Mais je crois que... Vous avez déjà tiré l'alarme pendant les gilets jaunes. Vous avez déjà dit que le système était tendu. Enfin, il y avait différents corps de métier. Mais je veux dire, il y avait ce corps de métier-là qui était présent. Alors, c'est très souvent, quand on intervient sur ces types de métiers composés très fortement par des femmes, on a souvent des gens, effectivement, qui nous disent « mais tout a déjà été dit ». Et quand on fait ces retours auprès des salariés elles-mêmes, on nous dit « enfin une bouffée d'oxygène pour mieux comprendre ce qu'on vit au quotidien ». Donc après, moi, j'estime que sans cesse,
aller comprendre ce qui se passe et sans cesse donner des cadres d'analyse collectifs et institutionnels pour donner des outils et pour se construire collectivement en tant que salarié des outils pour se dire non, en fait, c'est pas que je suis fragile, c'est pas que le problème il est individuel, c'est pas forcément moi. Moi, j'estime que collectivement, on n'a pas du tout fait le tour de cette question, sinon on n'en serait pas là dans les entreprises et dans les organisations. Mais après... C'est l'organisation. Oui, je pense qu'effectivement, ça permet de se remettre individuellement dans le collectif et pas de se dire c'est moi qui ai un problème, mais c'est bien un problème collectif et qu'on oublie souvent. Et j'ose espérer quand même que tout en haut, je suis peut-être naïve, mais qu'un jour ça va changer parce que ces gens-là, ils ont des parents, ils ont tontons qui auront besoin de soins et qu'à un moment donné, le privé, ça marche un temps, mais il y aura peut-être un souci à un moment donné. Je suis trop naïve. Dans les hôpitaux militaires ou dans les hôpitaux à Paris, on leur t'inquiète parce que... Tu parlais de l'autisme, mais il y a le lean management ici. Hein. Donc c'est pas une vue de l'esprit, hein, ça existe déjà. Hein. Tu as raison, tu as complètement raison. Moi je voudrais quand même souligner l'antagonisme entre efficacité et efficience. C'est vrai qu'on ne peut pas se comprendre, hein, on ne fait pas la même chose. Ces histoires d'indicateurs, qui a créé ces indicateurs? C'est quand même des gens en col blanc à Bercy ou je ne sais pas où. Parce qu'un soignant, des indicateurs, il n'en a pas besoin. Donc, l'expert de son travail, eh ben, c'est le salarié. Hein. Demandons-lui ce qu'il veut faire, comment il veut travailler et comment il veut améliorer ses conditions de travail. C'est lui et lui seul. Je voulais dire autre chose, j'ai zappé. Allez, je passe là. Merci Madame Cuisson et bonjour. Alors moi j'ai plusieurs questions. On fait comment? Je les pose toutes et en... Ouais, ok. Alors déjà, sur la lutte des classes, moi j'ai entendu que tout avait déjà été fait, tout avait déjà été dit. Pour autant, la lutte des classes, c'est caca, mais que pour les gueux. Parce que ceux d'en haut, ils l'ont dit ouvertement, la lutte des classes est toujours bien présente, et c'est ma classe qui l'amène, et c'est ma classe qui l'amène. Donc il n'y a que nous qui ne devons pas parler de lutte des classes parce que c'est mal. Et effectivement, quand on compare les enjeux de ceux qui réalisent le travail par rapport aux enjeux des gestionnaires, où il ne faut pas se leurrer, on est vraiment dans la lutte des classes. Et je pense qu'il ne faut rien lâcher de ce côté-là, et il faut utiliser nos mots et pas les mots de ceux qui nous dominent. Concernant les indicateurs et les systèmes d'évaluation, donc qui maîtrise le pouvoir maîtrise les indicateurs et met en place les évaluations qu'il a envie de mettre en place. Qu'est-ce qui nous empêche, à nous, travailleurs, de mettre en place nos propres systèmes d'évaluation des organisations en place? Typiquement, pourquoi le turnover dans un service, pour l'instant, n'est qu'un indicateur dans le bilan social, mais n'est pas utilisé par nous comme un indicateur de la bonne santé de l'organisation. Même chose sur les arrêts de travail, les accidents de travail, les dossiers de maladies pro, qui pour l'instant ne sont pas déclarés. Dans leur totalité, on estime qu'il y a à peu près 80% de non-déclaration en accident de travail et maladie. Pourquoi on ne pourrait pas utiliser, nous, ces indicateurs-là, comme des indicateurs pour évaluer la bonne santé de nos organisations? Et si oui, donc du coup on rentre dans le jeu des indicateurs avec ceux qui nous dominent, mais pourquoi ne pourrions-nous pas mettre en place notre propre système d'évaluation et quels seraient les espaces dédiés pour ça? Ça c'est une première question. Deuxième question, c'était justement par rapport à cette notion de lutte des classes. D'où nous vient le fait, selon vous,
que nous ne sommes plus en capacité de nous mobiliser en tant que classe dans des domaines d'activité comme le médical, où nous savons bien que les décisions qui sont prises par les gens qui nous dominent le sont sur des enjeux purement financiers, et que nous avons potentiellement l'effet de classe et de masse. Et que le travail, c'est nous qui le réalisons sur le terrain, et c'est pas eux. Eux, s'ils sont pas là, du jour au lendemain, je suis pas certain que ça se voit tout de suite. Alors que vous, sur le terrain, si vous arrêtez du jour au lendemain, là, je pense que ça va se voir très vite. Ça, c'était ma deuxième question. Troisième et dernière question. Donc, il y a une notion de service rendu, de réponse à un besoin. Et moi, je fais le parallèle avec le service public. Est-ce qu'on doit se cantonner de raisonner en termes de service public ou en termes de service rendu au public? Alors, si je le dis en ces termes-là, c'est qu'en termes d'aide à domicile, il y a des pays dans lesquels d'autres types d'organisations qui, pour le coup, sont privées, mais dans lesquels les travailleurs ne sont pas la variable d'ajustement et dans lesquels se réfugient beaucoup de professionnels de la santé pour travailler dans un environnement où ils ont la possibilité de faire du travail qu'ils estiment de qualité et dans lesquels, à la fin de la journée, ils se sentent bien. Donc c'est Burzog qui a développé ça en Hollande. Quel est le frein en France qui nous empêche de partir sur ce type de structure impulsée par le service public et par l'État? Voilà, j'ai fini. Alors, première question sur la question des indicateurs et finalement, qu'est-ce qui nous empêche de construire nos propres systèmes d'évaluation et nos propres indicateurs? Alors c'est quelque chose qui se développe très fortement. J'ai cité plusieurs fois Anne Leroy, donc qui est vraiment spécialiste de ces questions-là, qui en ce moment est sursollicitée par des... Alors elle, je vérifie, mais oui, il n'y a que des associations. Ah non, il y avait eu aussi des bibliothèques universitaires. C'était lors d'interventions comme ça, où un collectif de bibliothécaires universitaires se sont dit mais en fait, nous on a des idées d'indicateurs qui sont... Et donc voilà, donc, elles ont travaillé ensemble aussi avec les centres sociaux, aussi avec l'insertion par activité économique, c'est-à-dire qu'on a des équipes de chercheuses, là en l'occurrence je ne pense qu'à des femmes, notamment Anne Leroy, Florence Jalicatrice, à Lille, qui travaillent en recherche-action avec des collectifs de salariés pour construire d'autres indicateurs. Voilà. Donc ça se fait. Après la question c'est le rapport de force pour faire en sorte qu'ils servent à quelque chose et qu'ils puissent être opposables, notamment alors sur les secteurs sur lesquels on travaille, notamment aux tarificateurs. Bon, ça, j'ai pas de réponse à ça, c'est en cours et ça, je pense que c'est à la limite, trouver les espaces, parce que dans une des questions, une partie de la question, c'était quels sont les espaces. Trouver les espaces pour construire, mettre en dispute le travail, construire des indicateurs qui ont du sens, tout ça, je pense que ça se fait de plus en plus. Après, trouver les leviers et les espaces pour faire en sorte qu'ils servent à quelque chose et qu'ils puissent être réellement utilisés, là, j'avoue que j'ai moins d'exemples autour de moi. Alors, sur la deuxième question, je ne vais absolument pas pouvoir y répondre. Je ne me suis absolument pas ni légitime, ni pertinente, ni compétente pour répondre aux difficultés de ressort de mobilisation de celles et ceux qui travaillent et qui auraient le pouvoir d'arrêter le système. Voilà, dans d'autres espaces... avec une casquette de syndiqué, on pourrait avoir cette discussion, mais là, je n'utiliserai pas ma position d'économiste pour faire ça, ce serait malhonnête. Troisième et dernière question. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette dernière question.
Alors, le modèle Buurtzorg, effectivement, c'est un modèle très marginal au niveau quantitatif en Hollande. C'est globalement l'idée de modèle de nos coopératives, de nos SCOP, coopératives de travail, c'est-à-dire que ce sont les travailleuses. Alors, on est sur des personnels plutôt qualifiés dans le modèle Buurtzorg. On est plutôt sur des aides-soignantes infirmières qui sont propriétaires de leur coopérative et donc qui organisent elles-mêmes leur travail. Voilà. Alors, service public, service au public. Dans l'idée du service public, c'est l'idée derrière que la structuration du service public, son fonctionnement, son financement, son mode de mise au travail, par le modèle notamment du fonctionnariat, même si le service public est le plus grand employeur de précaires, l'idée c'est que quand on parle de service public, on insiste sur le fait que les services ne sont pas marchandisables et ne doivent pas s'échanger sur un marché. Quand on parle, de mon point de vue, de service au public, c'est la porte ouverte, du coup, à l'idée que finalement, ce qui primerait, c'est la finalité de l'activité, peu importe le type d'opérateur, et donc là, une mise en marché est possible. Donc, celles et ceux qui parlent plutôt de service au public sont plutôt d'ailleurs, on le voit dans le rapport qui a précédé la loi Borloo, qui a mis en marché les services d'aide à domicile, on voit plutôt qu'on est sur des types d'idéologie un peu libérale, de mise en marché d'activités en disant on n'a pas besoin d'être soit public, soit... voilà. Sur le modèle Buurtzorg, aujourd'hui, il y a une très mauvaise compréhension de ce modèle en France et du coup des incitations extrêmement fortes et rapides par les financeurs. Aujourd'hui, on appelle les équipes autonomes et on voit que c'est une très mauvaise compréhension du système Buurtzorg et donc on voit que c'est l'idée de, dans le cadre du salariat avec la subordination comme on la connaît, l'idée effectivement de laisser plus de marge d'autonomie dans l'organisation de leur travail pour les salariés, mais dans un contexte tout aussi contraint. Donc voilà, les éléments de réponse là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, je voulais peut-être revenir sur les critères standardisés. C'est vrai qu'on l'entend beaucoup de la part des travailleurs ici sur le CHU. Il y a effectivement, voilà, par métier, mais du coup, il y a des critères qui sont attribués sur ce métier-là, peu importe le service, peu importe la typologie des patients, peu importe l'histoire ou la réalité des services. Et du coup, pour en revenir un peu à notre débat d'aujourd'hui sur les conflits, on entend beaucoup ces arguments-là aussi pour se comparer, ce qui peut attirer du coup voilà, de la convoitise, de la jalousie, ou un côté dans notre service c'est plus dur, dans l'autre, voilà, regardez un petit peu ce qu'il y a à côté. Et je trouve que c'est un élément d'explication, un élément théorique et de réflexion qu'on peut avoir par rapport à aussi l'origine des conflits entre les personnels. Tout à fait, je ne l'ai pas dit, et merci du coup de cette précision. Ce que montrent effectivement les collègues qui travaillent sur la standardisation de l'évaluation, c'est que c'est un outil de mise en concurrence en fait. Puisque derrière, l'idée, c'est qu'avec des critères standardisés qui sont les mêmes, quel que soit le service, quelle que soit l'activité, on a un outil effectivement de mise en concurrence en disant bah, regardez, ils y arrivent, pourquoi vous n'y arrivez pas, etc. Et ça, c'est aussi un effet du pilotage managérial par les indicateurs. Et quand des collègues comme que j'ai déjà cités, Florent Janicatrice ou Anne Leroy, appellent de leurs vœux des évaluations réellement compréhensives et justement qui sont l'opposé de la standardisation, on leur oppose ça en disant oui mais on ne peut pas comparer. Voilà. Et on voit bien là que du coup, un des objectifs qui n'est pas dit automatiquement dès le départ, c'est bien l'idée de la comparaison, et la comparaison ouvre à la mise en concurrence. Oui, moi je voudrais rappeler, il y a eu
2 baromètres sociaux. On a construit, co-construit, syndicats, DRH, services de santé au travail, un baromètre qui rendait compte du terrain, de ce qu'était le CHU avec sa singularité à Grenoble. Et 2 années plus tard, on nous propose un autre baromètre social qui, effectivement, est standardisé, et le même pour pouvoir se comparer entre les autres. Et c'était inentendable. Moi, j'ai souvenir, hein, quand je crois que c'était en CSE, c'était pas possible d'entendre que c'était dommage parce que ça aplatissait et ça invisibilisait les caractéristiques des CHU et de comment on pouvait travailler. Donc on ne savait pas où il y avait des problèmes dans quel service, puisque tout était nivelé. Donc ces histoires de standardisation, ça va jusqu'au baromètre social, quoi. Reparler des évaluations individuelles. Alors c'est individuel parce qu'on est face à face avec notre cadre, mais en fait on a tous la même. En fait, c'est des cases à cocher. Donc tous les ans, même si on a normalement évolué, enfin c'est ce qu'on nous demande normalement, en fait on a toujours les mêmes cases à cocher. Enfin, c'est pas du tout une discussion, enfin très peu. Et en fait, c'est individuel, mais pas tant que ça en fait. Enfin, c'est les 2 inconvénients, quoi. On est seul et en même temps, on doit rentrer dans des cases, quoi. Et faire son autocritique. Ça, c'est la seule partie. L'autocritique est finalement la seule partie lâchée. Mais et encore que, il ne faut pas trop se lâcher. Surtout pas se lâcher. Ouais, c'est vrai que c'est un peu déroutant ces évaluations. Et ça prend parfois 6 mois du travail d'un cadre, je sais pas, 2 heures par jour, quoi. Donc pendant 6 mois, on s'occupe de ça. Pendant ce temps-là, on ne fait pas avancer la qualité du service. C'est assez impressionnant l'importance que ça a, quoi, et que ça prend chaque année. Et que ça n'apporte rien. Si, ça apporte. Et puis les ennuis que ça apporte aussi dans les règlements de compte entre individus. Voilà. Du coup, l'évaluation en soi, pour moi personnellement, elle ne m'a jamais rien apporté. On n'a jamais de suite. On demande des formations, mais on n'a rien derrière. Puis l'an dernier, on m'a dit, de toute façon, je ne vous la fais pas, parce que bon, vous êtes titulaire, je ne vous connais pas assez. Et là, du coup, ma référente, en 1 an, je ne l'ai jamais vue, elle va nous faire une évaluation où je la vois 1 fois par an pour les congés d'été. Enfin, et derrière, il ne va rien se passer de plus. En fait, c'est ça, c'est vraiment cocher des cases, quoi. En fait, voilà, c'est vrai. Moi, je pense que ça ne sert pas à rien, parce que ça reste un instrument, un indicateur pour il y a une trace. Mais pour nous, derrière, en tant que salariés, ça n'apporte pas... C'est pour ça que moi, l'idée d'évaluation collective, effectivement, c'est vraiment intéressant, ça. C'est-à-dire qu'en équipe, on s'évalue et comment on peut faire avancer le travail. Ce que je disais ce matin, c'est-à-dire qu'une ASH qui travaille depuis 20 ans, une assistante sociale qui travaille depuis 20 ans, quels sont ses objectifs? Est-ce qu'il faut se fixer des objectifs? Elle va faire, enfin, c'est pas qu'elle va faire la même chose, à chaque fois c'est différent, parce que chaque patient est différent, chaque service est différent, mais qu'est-ce qu'on va lui demander d'inventer d'objectifs? Voilà comment on peut calquer quelque chose qui vient de l'industrie avec une idée de productivité sur quelque chose qui n'est pas marchandisable, où on ne peut pas rendre rendre monnayable la santé, le service à la personne. Oui, moi je voudrais revenir sur un truc, en fait, c'est
Combien de temps ça prend, tous ces indicateurs, tous ces objectifs, tous ces entretiens individuels? En fait, ça prend un temps fou, je pense. Hein. C'est-à-dire qu'on prend plus de temps finalement à noter ce qu'on fait qu'à le faire presque. Non, mais notez pas ce qu'on fait, notez ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, ou voilà. Et pour voir l'année d'après qu'on ne l'a pas fait. Voilà. Donc, et comment, en fait, ça, est-ce que ça a été quantifié tout ce temps-là voilà. Alors, sur les travaux qui existent à ma connaissance, il y a des quantifications alors, spécifiquement autour de l'usage numérique, c'est-à-dire le fait de remplir les outils numériques de suivi de l'activité. Donc il y a eu une quantification, mais du coup c'est secteur par secteur, hein, il n'y a pas de quantification évidemment. Donc il y a eu, je crois, des quantifications à l'hôpital, il faudrait que je regarde, par l'équipe de Paris 13, Philippe Batifoulier, Nicolas Da Silva, tous ces gens-là, Victor Duchesne, qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Il y a eu une quantification, je crois que c'était 30% du travail à Pôle emploi, enfin c'était avant France Travail, c'était encore Pôle emploi, par l'équipe de Jean-Marie Pilon, sociologue à Paris 1. Voilà, il y a des... Mais du coup, là, voilà, c'est de tête, c'est les deux seuls exemples que je peux donner. Mais je pense que secteur par secteur, on doit pouvoir trouver. Mais voilà, on n'y mettra pas tout. Parce que, tu vois, dans ta question, il y avait à la fois les entretiens individuels. Enfin, là ouais, dans ma tête, c'est dans ce que j'ai en tête sur les deux recherches que je viens de citer, c'est vraiment la quantification du temps de travail nécessaire pour coder ce qu'on fait. Voilà. Mais je confirme ce que tu dis, là, Batifoulier, tout ça, ils ont écrit des bouquins là-dessus. Et effectivement, la T2A, ça avait été chiffré, mais il suffit de regarder l'évolution des effectifs au CHU de Grenoble, le nombre d'ingénieurs. Quand on regarde la structure des emplois, vous regardez les personnels techniques, il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a que des contrôleurs de gestion, des ingénieurs, et qui travaillent tous dans des services que je vous ai montrés tout à l'heure quand on passait devant le tram, là. T'as tout le service de l'ancien pavillon D, là, c'est que ça. C'est la qualité, en fait, ils contrôlent tout, ils essayent même de contrôler la qualité. Et de toute façon, en termes d'emploi, ça représente une modification importante de la structure des emplois, notamment dans un CHU. Je ne sais pas le chiffre, je ne me rappelle pas par cœur, ça doit varier d'un établissement à l'autre, mais c'est bien de l'ordre de ce que tu as dit. Sans parler des entretiens individuels par les cadres de proximité. Ça, c'est encore autre chose. Hein. Les cadres de proximité, ça modifie leur rôle, en fait. C'est des managers pour intégrer le personnel aux objectifs, et puis c'est pas des aides techniques ou des aides sociaux, je dirais, à leur personnel. Hein. D'abord, enfin bon, voilà, j'arrête là. Moi, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure avec l'aide à domicile qui débadgeait et qui finissait son travail après. Moi, je le fais très souvent en administratif, parce qu'on est en sous-effectif depuis 2 ans. Du coup, après mon heure de travail, on ne badge pas. Hein. Donc, on offre en gros du travail pour être pas trop en retard. Mais du coup, c'est le chien qui se mord à la queue finalement, parce qu'on nous dit, bah oui, mais le travail est fait. Donc finalement, on veut pas trop être stressé, être bien en accord avec soi-même, faire le travail, donc on offre du temps en plus, parce qu'on ne veut pas nous noter parce que la direction ne l'a pas validé avant, parce qu'on refuse qu'on fasse des heures sup. Du coup, pour être bien, on fait le travail, mais après on nous dit, fallait pas le faire. Parce que du coup, vous êtes à jour. Donc quelle est la solution? Être en retard, ne pas faire le travail, avoir une pression monstre, et du coup peut-être un jour avoir un petit peu plus pour le travail, ou ne rien faire et laisser s'accumuler les choses. Je n'ai évidemment pas la réponse à cette question, c'est vous qui l'avez. Mais ce que je peux simplement vous dire par rapport aux recherches qu'on a faites, parce que du coup, les années passant,
on commence à avoir fait quand même pas mal de recherches dans pas mal enfin pas de secteurs, c'est toujours un peu les mêmes, mais en tout cas d'établissements ou de services, et on voit vraiment une nette différence sur ces questions-là, parce que c'est des tiraillements qui peuvent être très compliqués en fonction de s'il y a du collectif. Et quand je dis collectif, c'est au sens large, c'est-à-dire que voilà, moi j'ai vraiment vu dans les recherches là où il y a des syndicats, là où il n'y en a pas, là où les organisations laissent un peu de collectif, de temps collectif, y compris extra-conventionnel, donc non tarifé, ou là où on n'en laisse pas, ça, je ne l'ai pas développé là, mais c'est déterminant. Et vraiment, dans tous ces secteurs-là, c'est une sociologue du travail de Nantes qui s'appelle Annie Dussuet qui a montré, principalement à travers l'aide à domicile, que les collectifs de travail étaient très efficaces, et non pas efficients, efficaces, en termes de prévention des risques professionnels. Notamment parce que les collectifs permettent des élaborations de stratégies justement collectives, notamment sur ces questions-là. Les questions que vous posez, j'ai vu que des services où on se pose cette question. Alors, soit comme ça, soit autrement, c'est-à-dire sur le codage, on remplit pas, on remplit mal, on remplit bien, on remplit à plusieurs, on remplit seul, enfin, toutes ces questions-là, et on voit vraiment la différence sur le poids du collectif. C'est pour ça que des journées comme aujourd'hui, elles sont très importantes, parce qu'il y a une notion de réappropriation des temps collectifs pour discuter de ces questions-là. Après, il y a aussi la question législative, parce que si on ne remplit pas, ça sera de notre faute. Donc moi, je travaille en EHPAD, combien de fois on reste après pour pouvoir faire l'ordinateur sur notre temps perso, parce que en même temps, si on ne le fait pas, et qu'il y a un problème le jour où on n'est pas là, on nous dira « bah oui, mais t'as pas coché ». Donc... Là, t'as pas pris l'attention. Voilà, enfin, c'est ça, enfin, c'est comme l'administratif en fait. Hein, t'as pas coché, tu l'as pas fait, donc on est obligé de rester en fait, quelque part. Dans les EHPAD, ce qu'on a vu, globalement, ce que vous dites, on l'a beaucoup vu, beaucoup entendu, mais par exemple, il y a 2 EHPAD dans une de nos recherches, l'avant-dernière, pas la dernière, dans lesquels, alors je ne sais pas où ça en est, puisque la recherche est finie, et du coup, mais à ce moment-là, il y avait un choix collectif de ne pas remplir. Mais collectif, forcément. C'est pour ça que je parlais du poids du collectif. Et là, dans ces 2 EHPAD, il y avait une organisation syndicale qui était quand même très présente, notamment avec des membres du syndicat qui étaient à des postes de direction, enfin pas direction mais direction de service, de chef de service. Voilà, donc ça joue aussi... Mais oui, tout à fait. Tout à fait. L'organisation des salariés. Effectivement, j'aimerais revenir sur ces 2 points dont vous parlez, Evelyne et vous, madame, sur la question de comment c'est porté par le collectif. Donc, on ne s'expose pas. En revanche, quand on est seul face à ça, effectivement, il y a cette question d'éthique du travail, où est-ce que j'accepte que mon travail soit mal fait, en tout cas laisser le mauvais travail à ma collègue, entre guillemets. Ouais, alors au CEA, on n'a pas de badge. On a des badges pour rentrer-sortir à la cantine, mais on ne va pas badger pour dire à partir de quel moment on commence à travailler et à quel moment on arrête de travailler. Ce qui fait que tous ces débordements gratuits, pour l'instant, ça va, le patron, il est tranquille, il n'a pas à s'en préoccuper, ça restera gratuit tant qu'il n'y a pas de système qui permet de quantifier réellement la quantité de travail. Par contre, la question que je me pose, c'est, imaginons, il arrive un accident alors que vous avez débadgé. C'est quoi? C'est un accident de travail ou... Donc il y a une responsabilité derrière qui est engagée, et je ne suis pas certain que vos tauliers ne soient pas au courant de ces pratiques. Donc c'est bien eux qui organisent le fait que le temps que vous avez pour remplir l'activité n'est pas suffisant. Donc en gros, c'est eux, c'est l'organisation du travail qui vous oblige à faire du travail gratuit. Mais comme l'a dit Emmanuel, si individuellement vous dites c'est pas normal,
je débadge, je fais pas, tant pis, ça restera pour demain. C'est vrai que vous vous exposez individuellement et la réponse ne peut être que collective. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une forte implication et, enfin, je dirais pas un complexe, mais une culpabilisation importante du travail laissé. C'est pas vous qui laissez du travail, c'est le patron qui donne plus de travail que ce que vous êtes en capacité d'absorber. Donc je sais pas comment répondre à cette problématique sans la construction d'un collectif fort et d'une réponse aussi en instance. Parce que là, quand je posais la question à Emmanuel sur où seraient les espaces pour mettre en place potentiellement nos indicateurs à nous et pour évaluer la prestation du DIRLO, nous on le fait en CSE. À partir du moment où on voit qu'il y a du travail, après il y a aussi l'inspection du travail. Là, tout ce dont vous parlez, c'est du travail dissimulé. Ça relève du tribunal normalement. Donc à partir du moment où ça c'est jamais tracé nulle part, le DIRLO il peut continuer autant de temps qu'il veut. Nous on a commencé un travail au CEA de tout tracer systématiquement et d'amener ça en instance. Et en instance, on va voter des recommandations. Et quand le DIRLO il prend, tant mieux, s'il ne prend pas, derrière il engage ses responsabilités. Et le jour où il y a un salarié de chez nous qui va avoir un accident de plein pied à 19h le soir parce qu'il a fait des heures sup, il ne pourra pas dire qu'il n'était pas au courant. Donc c'est quand même pas simple. Bon courage quoi. Le collectif est un relais de toute façon. Voilà. On est là pour ça. Je crois qu'on va terminer. Je vous remercie en tout cas pour d'être déjà venu enrichir les réflexions. Merci à nos deux intervenantes. Selma a dû partir prendre son train. Merci Emmanuel pour tous ces éléments. Même si on a l'impression que c'est évident, finalement au moins c'est écrit. Et pour le coup il y a une trace. Donc voilà, ça rend visible l'invisible et en continuant cette réflexion, il faut continuer à se mobiliser, il faut haut les cœurs. Merci beaucoup, au revoir. Merci.